Mes chers compatriotes, bonjour. Je cherche un petit endroit où me poser. J'ai donné rendez-vous à 17 h parce que j'estime que nous avons certaines choses à parler. Je dois me justifier sur les propos que j'ai tenus concernant Brenda Biya. Et comme j'ai vu les réactions qui étaient liées à mes propos, j'ai tout entendu, j'ai tout vu, et il est de mon devoir de répondre. Après 100 mètres, tournez à droite, puis au rond-point, tournez à droite. Donnez-moi juste une minute. Le service a fait que j'ai pris 3-4 minutes de retard. Le temps de me poser et de parler à cœur ouvert. Tournez à droite, puis au rond-point, tournez à droite. Nous sommes pour le changement. Et le changement finit par ne plus être négociable. Enfin, si certaines personnes veulent nous empêcher de faire ce changement, je vais répondre à ceux qui viennent m'indexer. Je vais répondre pour que certaines personnes ne se prennent déjà pas pour ceux qu'ils ne sont pas, et afin qu'on ne nous confonde pas. Parce que depuis le départ, je clarifie ma position. Que moi, je ne suis pas un acteur politique engagé. J'ai commencé à parler parce que j'ai estimé qu'il était temps de faire le changement. Je ne suis envoyé par personne. Je ne dépends de personne. Et je ne suis pas ici, je continue à le dire, pour soutenir un candidat au détriment des autres candidats. Moi, je ne suis pas là pour ça. Le moment venu, chacun choisira qui il va suivre. Mon travail à moi, s'il vous plaît, partagez. Vous savez ce qu'il faut faire pour protéger le direct. Nous sommes suivis en direct du Dja Elabo. Parce que c'est de là-bas que j'entends des murmures dans le Dja Elabo. Et moi, ma mission, celle que je me suis assignée, c'était de parler à tous les boulous et de dénoncer dans le Dja Elabo ceux qui n'ont pas aidé, qui n'aident pas le président de la République à faire son travail. C'est ça que moi je dénonce. C'est ceux-là qui aujourd'hui sentent les choses bouger, qui envoient des gens nous attaquer de toutes parts. Le problème, ce n'est pas moi. Mettez-vous en face de votre bilan. Mettez-vous en face de votre travail. Regardez si vous avez réussi. Ne vous en prenez pas à moi. Moi, je suis là pour prévenir les Camerounais que depuis longtemps, les boulous sont mis en avant-poste aux yeux des Camerounais. Tous les Camerounais, si aujourd'hui ça se gâte comme ça, tous les Camerounais savent que les boulous ont mangé. Donc, il est de mon devoir de séparer ceux qui ont mangé et le peuple. Et les boulous, la majorité des boulous, ne vous ont jamais envoyé faire des détournements au niveau de Yaoundé en nous laissant affamés et à se dire qu'à chaque fois que vous allez venir, nous serons tous ensemble. C'est un mensonge.
Quand ceux-là mangent, ils ne viennent pas distribuer le riz dans nos familles. Donc chacun doit tout simplement récolter les fruits de ce qu'il a sémé. Et je vous avais prévenu. J'ai fait 5 ans en laissant mon travail parce que ce danger, si moi je le voyais venir, vous êtes tellement aveuglés. Aveuglés par le pouvoir, par l'argent facile que produit le pouvoir, que vous n'arrivez même plus à vous rendre compte du danger dans lequel le Cameroun se trouve. C'est pour ça que aujourd'hui je vais parler de cette histoire de 60 000 SMIC en une semaine. Moi je n'invente rien. Je dis bien que je n'invente rien. Celui qui veut vérifier mes propos, il va à la présidence de la République. Pour entrer à la présidence de la République, on laisse son nom, on laisse sa carte d'identité. Donc il y a une traçabilité. Il va demander à quel moment je suis entré à la présidence. Mais comme mes propos vont indexer un personnage, il va falloir récupérer les communications téléphoniques que ce personnage a passées durant le temps que moi j'ai passé dans son bureau. Voilà l'équation Brenda Biya. Je suis ici pour essayer de sensibiliser mes frères, pour leur dire que le pouvoir politique est un leurre avec lequel nos responsables, ceux qui se disent être responsables de ces institutions, de ces partis politiques, dans le Dja Lobo, on dit que vous êtes le socle granitique du RDPC, ce qui est un mensonge. Parce que pour être ensemble, il ne faut pas seulement être ensemble dans le combat. Il faut aussi être ensemble dans la distribution des gains du combat. Les populations n'ont pas vu la couleur. Les populations ne voient pas la couleur. La tactique des élites dans le Sud, c'est quoi? Les élites arrivent, elles annoncent une réunion. Elles font rassembler tous les gens viennent de partout. Elles s'entendent, elles font des grands projets. Bon, on va faire la route de machin, ne vous inquiétez pas. Dans un mois, il y aura le courant dans telle route, ne vous inquiétez pas. Et les élites donnent rendez-vous à une autre date. Tout le monde, après la réunion, boit sa bière. Il y en a qui soutirent les 10 000 francs à droite et à gauche. Ils mangent un morceau de poisson. D'autres prennent des sardines, d'autres prennent les pains. C'est en fonction des entrées de chacun. Mais le rendez-vous qui est pris, quand les élites montent, elles se disent qu'elles ont embrouillé encore les populations. Le temps passe. Les populations sont endormies. Au moment où les populations se réveillent, que mais les dates où on nous a promis des choses, ces dates-là sont déjà passées. Vraiment, nos élites se moquent de nous. Dès qu'ils apprennent encore qu'il y a des remous, les élites s'arrangent encore, reviennent encore à une autre date, reprennent rendez-vous pour une autre réunion et redonnent rendez-vous pour la prochaine fois. Donc ce qu'ils ont promis la dernière fois n'est pas résolu. Ils viennent pour calmer la colère de ceux qui n'ont jamais promis, tout en promettant ce qu'ils ne vont jamais résoudre. C'est un marché de dupes. Vous avez entraîné les populations dans un marché de dupes. Et pendant ce temps, vous vous servez. Pendant ce temps, vous vous servez. Et le pays ne fait que couler. Il y a un moment où les choses peuvent très mal tourner. Et nous, on se trouve en danger. Au nom de quoi est-ce qu'on va sacrifier nos enfants pour ce que vous avez pris dans vos familles? Donnez-moi une seule raison. J'entends certains disent que Guy, c'est le karma, c'est le karma. Je veux qu'une élite du Dja Lobo se lève pour dire que Guy, je t'ai donné un marché. Tu n'as pas fait le marché. Ceux qui sont dans les forêts disent que Guy, tu as eu une forêt. Hein, tu n'as pas fait de forêt. Je veux que quelqu'un se lève. Mais jusqu'à présent, moi j'ai les mains propres. Hein. Je ne dis pas que j'étais
en inactivité chez moi, encore heureux que je vienne me mettre en activité. Si je n'avais pas fait venir la transformation de bois dans le sud du Cameroun, tous ces jeunes qui survivent du bois sauvage ne l'auraient pas connu de la même manière. Vous avez votre troisième adjoint au maire, M. Mvondokane, qui a porté le bois sur la tête, mon bois, sur la tête comme porteur. Aujourd'hui, il est maire. Moi, je suis fier de voir le parcours qu'il a eu. Parce que ce qu'il m'a vu faire, lui qui ne savait pas que ça peut se faire, aujourd'hui, il est multimillionnaire. Et je reconnais qu'il a eu ça grâce au travail. Bien qu'il n'ait pas eu à se mettre dans la légalité. Bien qu'il n'ait pas pu se mettre dans la légalité, c'est-à-dire avoir une société. Mais Mvondokane a fait nourrir des dizaines, des centaines de personnes à Saint-Mélima, grâce au fait qu'il m'a vu faire. Et beaucoup de jeunes sont entrés dans le bois parce qu'ils nous ont vu faire. Donc, ce n'est pas mon rôle de venir faire les routes. Ceux qui me disent que toi tu as fait quelle route. Ce n'est pas mon rôle de venir faire les puits. Ceux qui me disent que tu as fait quel puits. Je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Vous ne m'avez jamais donné une caisse concernant l'argent public que je gère. Ce n'est pas à moi que vous devez vous en prendre. Ceux qui gèrent votre patrimoine, ce sont vos élites. Et nous disons que ces élites, pour certaines, ne sont même pas au bon endroit. Ces élites ne travaillent pas pour Paul Biya. Elles travaillent pour elles-mêmes. Et nous disons qu'en 2025, nous ne voulons plus suivre Paul Biya dans le RDPC parce que nous disons que Paul Biya est fatigué. C'est ça qu'on dit. Il n'y a pas de trahison. Je profite même de ce direct, avant d'entrer dans le sujet Brenda, de lancer un appel à la famille nucléaire du président de la République. Les neveux, les fils et tout ça. Moi, je vous dis ça très sincèrement. Nous sommes montés au créneau pour dénoncer ce que nous estimons comme être la maltraitance de Paul Biya, par Chantal Biya. Nous sommes montés au créneau pour le dénoncer. C'est-à-dire que nous sommes obligés de pointer d'abord Chantal en tant que son épouse. Mais vous n'êtes pas exclus, vous les membres de la famille nucléaire du président, de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que nous connaissons le silence du président. Quand le président ne parle pas, on imagine ce qu'il dit. Nous avons grandi dans le silence du président. Ça a été une de ses marques particulières. Mais moi qui ai beaucoup fréquenté la famille des jeunes, ce ne sont pas des silencieux. Beaucoup d'entre eux sont généralement des bavards. Il y a des violents, il y a des impolis, il y a des gens bien. Dans la famille du président, il y a des gens bien. Oui, moi je vous le dis. Des gens sobres. Et il y a certains qui s'amusent à rouler les mécaniques, qui utilisent mal l'image du président de la République partout où il passe. Ceux-là, on les connaît, on les prendra les uns après les autres pour les mettre devant le Cameroun pour dire que toi, tu as joué un mauvais rôle. Moi, mon rôle est de dénoncer ceux qui ont joué les mauvais rôles qui font que Paul Biya ne pouvait pas réussir. C'est ça mon rôle. Parce que je veux dédouaner les boulous. Nos enfants seront amenés plus tard à faire des concours administratifs, à participer à l'effort de tout ce qui se passe au Cameroun. Et puis, qu'est-ce qu'il y a même à cacher? Nous, on boit des whisky avec les enfants d'Aïdjo au Cameroun. Un des fils d'Aïdjo est PCA à l'hôtel à Douala. On boit des whisky ensemble. Est-ce que je pouvais parler à un fils d'Aïdjo du vivant de son père? Vous avez peur de quoi? La fille Aïdjo est là à Yaoundé. Elle ne tourne pas tranquillement. Qu'est-ce que vous venez déranger les gens? Donc moi je dis d'abord aux membres de la famille présidentielle ceci. Vous ne m'avez pas jugé à ma juste valeur.
Vous ne m'avez jamais jugé à ma juste valeur. Je ne vous en veux pas. Parce que, de toutes les façons, personne ne tient le destin de l'autre. Chacun a son destin. Mais je vais vous dire que mon esprit arrive à entrer au sein de votre famille de telle manière que quand vous faites une réunion chez vous, moi, Guy Monovix, je suis au courant des conclusions. Et ne m'obligez pas à expliquer aux Camerounais, par exemple, pourquoi on a envoyé Evou à Brazzaville. Moi, je sais pourquoi il est parti là-bas. J'ai dit que je ne viens pas attaquer la famille présidentielle. Mais si vous avez mis une pièce dans la machine, tout en sachant que votre oncle n'est plus apte, n'est plus en capacité de gérer, vous vous mettez en complicité avec ceux qui pratiquent la torture que nous estimons être victime, M. Paul Biya. Nous vous disons simplement, libérez Paul Biya, afin qu'il vienne se reposer en Vomoka. C'est ce que nous disons. Même dans la famille, nous vous disons que les postures de prévision pour le prochain mandat doivent s'arrêter en 2025. Si vous avez des choses à prendre, vous avez jusqu'à 2025. Mais après 2025, vous redeviendrez des citoyens normaux, comme tous les autres Camerounais. Moi, c'est ça que je dis. Et je ne veux pas être obligé, en parlant, d'avoir à m'indexer directement à la famille présidentielle, parce que pour moi, vous êtes le cœur du réacteur. Donc, laissez-moi faire ma tournée dans le sud pour expliquer à mes jeunes frères, à mes enfants, pour leur expliquer les raisons pour lesquelles le pouvoir va changer en 2025. Parce que nous sommes perdants, les Boulous sont perdants. Tu vas de l'autre côté de Mintom, ils sont perdants. Tu vas à Comdeux, ils sont perdants. Tu viens même à 10 km de Saint-Mélima, les gars sont perdants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans le cadre de la sensibilisation, il faut quand même donner une certaine vision à la jeunesse pour savoir comment elle pourra s'en sortir une fois que le pouvoir sera parti. Moi, je leur donne un exemple simple. Et ça, je le dis à tous les jeunes du Sud. Ce n'est pas normal que nous, qui sommes des Camerounais comme les autres, nous mangeons les beignets et le haricot tous les matins, comme tous les Camerounais. Moi-même, j'adore le beignet haricot bouilli. Je le mange le matin et souvent en fin de journée. Ça dépend. Mais le haricot qu'on mange à Saint-Mélima, il vient du nord. C'est ça le problème. Le haricot qu'on mange à Saint-Mélima et Bolova et dans toutes ces villes, il est planté au nord du Cameroun. Et je trouve qu'il y a un problème. Moi, j'ai planté du haricot blanc dans mon village. Le haricot, c'est 1200 francs le kilo. Ça a même dû augmenter ces jours-ci. C'est dans l'agriculture. C'est avec des plans agricoles. C'est en orientant les gens vers des cultures qui doivent les permettre de s'en sortir que tout le monde va s'en sortir. Parce que les élites ont cru que tout le monde... Est-ce qu'on peut manger avec 10 000 pendant une année? Parce que quel que vous donne vos élites, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, est-ce que ça vaut quoi par rapport à une vie? Alors qu'on sait que 1 hectare de haricots plantés, ça vaut 500 000 en investissement. Si on fait des politiques agricoles qui permettent aux gens d'évoluer en mettant l'argent où il faut, imaginez-vous, ce fameux monument Paul Biya qui a pris 4 milliards, qui est en train de prendre 4 milliards, je ne sais pas à combien ils sont. Mais quand je vois les finitions, c'est là où on sera. D'ailleurs, je dis au maire Bekono de finir, parce que j'ai envie de faire un audit pour savoir la valeur de ce bâtiment. C'est quand il sera fini que je vous dirai combien vous me devez. Pour l'instant, je vous regarde faire. Je vous souhaite de finir cet édifice. Je vous souhaite de finir cet édifice, parce que j'aurai une valeur globale. C'était juste un passage. Mais je dis simplement les choses. C'est que, s'il y a une vraie politique qui permet aux jeunes de s'orienter dans des chemins qui les permettent de s'en sortir, les jeunes n'auraient pas besoin de venir vous demander des aides. C'est ça qu'on dit. Ce que je dis là,
Je ne l'ai pas inventé, ça ne vient pas de Saint-Cyr. C'est le b.a.-ba de la vie. Or, si vous, quand vous arrivez, parce que vous êtes élite, vous fermez la bibliothèque, vous mettez un mur sur la bibliothèque, où les enfants doivent aller regarder les livres, et vous donnez rendez-vous au quartier Akoun, où les gens vont boire toute la nuit. Toute la nuit. À chaque fois que vous venez, on sait que vous êtes là parce que le whisky coule à flot. C'est avec ça qu'on fait une ville. C'est avec ça qu'on fait le développement. C'est avec vos whisky de Copa, de Jason 5 là, à San Benima. C'est avec ça qu'on fait le développement. Mais moi je crois que vous ne prenez pas conscience. Mais comme ça on ne pourra pas. On ne pourra pas. Faites la magie que vous voulez, on ne pourra pas. Donc, ça c'était une mise au point des raisons qui font que nous nous sommes engagés à expliquer aux jeunes qu'en ayant de bonnes politiques agricoles, on peut essayer de trouver des solutions, de meilleures solutions. Votre risque de toutes les façons ne peut pas être plus grand par rapport à ce que vous avez pris. Je vous ai toujours dit que vous ne pouvez pas être plus pauvre que ce que vous êtes maintenant. Donc le risque que vous prenez, c'est d'être mieux que là où vous êtes. Si vous continuez à croire que les autres sont ceux ils vont vous entretenir comme ça jusqu'à la fin. Mais si vous voulez avoir espoir, il faut faire le saut dans le vide. Les autres Camerounais ne sont pas nos ennemis. Si on prend conscience, si on est fier de nous. Maintenant, pour la petite anecdote de Brenda Biya, je m'explique. J'ai été reçu au Palais de l'Unité par monsieur le ministre directeur du cabinet civil, monsieur Samuel Vondayolo, dans le cadre du projet de construction du monument Paul Biya et généralement dans le cadre de mon installation, de la volonté que j'avais à amener des financiers pour faire installer dans le Djaï Lobo un port sec. J'ai été reçu à la présidence pour cette raison-là. C'est vrai que beaucoup de personnes sont influencées quand elles arrivent dans ce genre de milieu. Pour moi, ces milieux sont tellement basiques que la décoration qui est présente me permet juste d'évaluer combien d'argent on a mis. Parce que j'ai la chance de travailler dans un domaine où je ne vois que de la marchandise. Donc quand j'arrive chez vous, je regarde, je sais que ça vient de tel endroit, ça vient de tel endroit, parce que je porte ça depuis des années. Donc quand j'arrive au palais, moi je suis à l'aise de contempler un peu ce qu'ils mettent comme décoration pour voir un peu le goût de la décoration qu'ils ont. Donc, il n'y a rien qui m'impressionne. Mais au moment où j'ai été reçu dans le bureau du ministre Ayolo pour discuter de cette affaire, j'ai été très surpris. Et j'ai même été choqué de voir le comportement du ministre Ayolo devant moi. C'est-à-dire que une fois que ce monsieur a demandé au majordome de me faire venir dans son bureau, monsieur Ayolo, tout le monde doit le savoir, monsieur Ayolo est mon oncle, par alliance. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de loin. La grande sœur de monsieur Ayolo, feu Marie-Josée, était l'épouse de mon oncle. Elle est morte et elle est enterrée dans notre concession familiale à Mangone, dont la grande sœur d'Ayolo a des enfants dont le sang de ma famille et le sang d'Ayolo sont liés. Nous avons des enfants ensemble. J'ai des cousins dans la famille d'Ayolo. Mais ça n'a pas empêché M. Ayolo de venir imposer une société pour gagner le marché public du monument dont moi j'ai eu l'idée. Ça ne l'a pas empêché de s'arranger avec les autres pour saboter notre travail. Tout ce que j'ai fait comme travail. J'ai pris un agrément d'accognés de type B au Cameroun, au ministère des Transports,
où il fallait présenter plus de 14 dossiers différents, où une commission a siégé, où on a trouvé tout ce que je proposais cohérent. Les gens se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à un connaisseur. On m'a donné cet agrément à la première fois où j'ai insisté, où mon dossier est arrivé à la commission. J'ai dépensé de l'argent. Mais est-ce que ça a empêché M. Ayolo, mon oncle, de faire ce qu'il a fait sur ce travail? Vous me parlez de quoi? Donc, la petite histoire, quand j'arrive au bureau de M. Ayolo, c'est qu'il pose d'abord un acte que moi j'estime méprisable. C'est-à-dire que M. Ayolo prend son téléphone, il appelle une dame au nom de Nadia, qui vit en France, et quand il appelle cette dame, il met le haut-parleur. On n'est que deux dans le bureau. Il met le haut-parleur. Il pouvait très bien s'occuper de sa communication sans que moi ça ne me gêne. Moi j'étais là pour attendre. C'est lui qui m'a demandé d'entrer. Mais il le fait, il compose le numéro et il met le haut-parleur. Donc, dans son esprit, il veut que j'écoute la conversation. Et bien sûr, M. Ayolo se met à parler avec cette dame. Ils conviennent, selon ce qui arrivait dans mes oreilles, que cette dame devait venir voir le consul de Paris, consul adjoint de Paris, le lendemain, afin que celui-ci lui donne un visa permanent parce qu'elle doit descendre à Yaoundé pendant le week-end. Voilà la conversation cash que Ayolo tient devant moi. Ayolo n'est pas mon ami pour dire que nous avons l'habitude de boire des whisky ensemble. Malgré toutes les alliances familiales, les parentés, Ayolo n'est pas de ma génération, donc je n'ai pas beaucoup côtoyé Ayolo dans ma vie. Je connais les petits frères comme Dali, qui me connaissent aussi, mais le fait qu'un homme de cet âge, de ce rang, moi je viens rencontrer un ministre, en plus, directeur du cabinet civil du président de la République, et le premier acte qu'il pose devant moi, c'est qu'il appelle une dame, il donne rendez-vous à cette dame, et il lui promet qu'elle aura un visa permanent au niveau du consulat le lendemain. Je suis bouche bée, je serre mes fesses, et je m'installe confortablement dans le siège en cuir dans lequel j'étais assis. Monsieur Ayolo fait un deuxième acte. Il appelle maintenant le consul adjoint du Cameroun à Paris, toujours le haut-parleur est mis, et il instruit, parce que le consul devait connaître ses numéros. Dès que Ayolo a appelé, le monsieur a répondu en disant que oui, excellence, bonsoir et tout. Ayolo lui fait donc comprendre que il y a une dénommée Nadia qui va venir le lendemain vers 11 h. Il va falloir lui faire un visa permanent. Et une fois que c'est fait, qu'il lui fasse signe parce que il va leur dire comment elle va faire pour prendre son billet d'avion pour venir au Cameroun le week-end. Voilà ce que Ayolo fait devant moi. Est-ce que le ministre, directeur du cabinet civil, sûrement il voulait rouler les mécaniques devant moi pour me montrer qu'il est capable de faire venir une fille de France pour la recevoir le week-end et qu'il peut donner des consignes à un consul adjoint sans savoir exactement. Mais devant moi, est-ce qu'il connaît ma moralité? Pourquoi il fait ça devant moi? Moi, je suis choqué. Moi, je suis choqué. Même s'il a fait à faire ce genre de choses, c'est dans un cadre purement privé. J'ai plié mon doigt. J'ai dit que ce monsieur n'a pas la grandeur qu'il doit avoir. Bien sûr, il ne m'a pas encore adressé la parole, ni pour me demander la raison de ma visite, ni pour rien. C'est là où il reprend le téléphone. Et c'est là où intervient donc le nom de Brenda. Parce qu'il prend le téléphone, il met toujours le haut-parleur et il appelle Brenda devant moi. Il explique à Brenda ceci. Brenda, ta mère a demandé qu'on te donne 60 000 €. Mais le monsieur qui était chargé d'aller prendre l'argent n'a pas pu avoir les 60 000 €. Donc,
il va venir te donner 30 000 euros. Et tu vas attendre 2 jours, le temps qu'il reprenne encore, qu'il a encore retiré de l'argent, il va encore prendre les autres 30 000 euros et il va venir te donner les autres 30 000 euros. Ça fait 60 000 euros. Et il conclut cet appel téléphonique en disant que tu gères ça et la semaine prochaine, tu verras avec ta mère, avec ta maman. Brenda lui répond de cette manière, oui tonton, oui tonton. C'est comme ça que Brenda lui répond. Et moi, je suis là. Donc, à partir de ces 2 incidents, j'ai déjà dans ma tête l'image du personnage que je viens voir. Je me dis que non, ça ne vaut pas la peine. Ce monsieur-ci, ça ne vaut pas la peine. C'est lui qui expose la vie de la famille du président. Parce que s'il n'avait pas parlé de Brenda devant moi, je n'aurais jamais su. Je ne suis pas là pour faire de la morale à Brenda. Encore que, quand je regarde bien cette fille, elle a juste, son véritable problème, c'est qu'elle aimerait vivre avec son père et sa mère en dehors du pouvoir. Elle ne demande que à vivre avec ses parents. Mais le pouvoir l'empêche de vivre avec ses parents, qu'elle me fait de la peine. Elle peut avoir l'âge de mes enfants. Donc moi, je ne suis pas là pour tirer sur Brenda, pour dire que Brenda a eu 60 000 euros. Non, je n'étais même pas censé le connaître. Mais quand Ayolo, lui, il roule les mécaniques devant les gens qui viennent, qu'il reçoit sans savoir qui est-ce qu'il reçoit. Moi, je dis que ce monsieur n'a pas sa place là. Et quand je vois le comportement de son coursier, le député Bindoua, qui, au bout d'un verre, est capable de dire à ses frères Boulou que je suis le seul député de la République qui sort du palais avec de l'argent sans être contrôlé, avec des mallettes d'argent sans être contrôlé. C'est des paroles de personnes matures. Est-ce qu'un député de la République a besoin d'expliquer à des gens qui n'ont même pas de quoi vivre que lui, exceptionnellement, parce qu'il est l'ami du DCC, il va, il entre, il sort du palais d'étudier avec des mallettes remplies d'argent et personne ne le contrôle. Vous voulez qu'on continue avec ça? Vous irez là-bas vous seul. Nous, on n'est plus avec vous. On n'est plus avec vous. Si votre République, ça s'arrête sur des personnages comme ça, on n'est plus avec vous. On est même en train de pleurer Belling et Boutou. Les gens pleurent Belling et Boutou. Pourtant, ce n'était pas un enfant de cœur. Ce n'était pas un enfant de cœur. Mais Ayola fait fort. Donc, moi je conclus parce que je prends souvent le temps d'essayer d'expliquer mes propos. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que quand moi j'ai calculé 60 000 euros pour Brenda en une semaine, j'ai aussi regardé le SMIC d'un Camerounais qui est environ de 60 euros. J'ai dit que Brenda mange le SMIC de 1000 Camerounais en une semaine. Pour moi, je suis bête et discipliné. C'est comme ça que je calcule dans ma tête. Après, pourquoi était fait cet argent? Moi, déjà, quand je regarde la mentalité de cet enfant, lui donner autant d'argent, c'est la mettre même en danger. Elle a besoin d'autre chose. Vous ne pouvez pas tout acheter avec l'argent. Après, ça vous regarde. Ça vous regarde. Nous, on parle du changement. Ce n'est que de ça que nous, on parle. Et je ne veux pas avoir à ouvrir mon ventre alors que je dois m'arrêter chez Emmanuel V. C'est vous qui continuez à me taquiner là-bas dans le J-Lobo. Vous me faites parler des choses que je suis censé venir parler là-bas. Mais heureusement que j'ai tellement de dossiers sur vous dans le J-Lobo que j'ai le temps de voir les gens et le temps de vous répondre. J'aurai toujours des réserves. C'est vous qui allez me demander d'arrêter une fois que vous m'aurez convaincu que Paul Biya ne sera pas candidat en 2025. Ce n'est que ça que moi je demande. Je vous ai dit au RDPC, débrouillez-vous, vous avez l'avantage du maillage territorial. Trouvez une autre personne. Laissez Paul Biya. Vous faites croire aux Camerounais que s'il n'y a pas Paul Biya, vous ne pouvez pas exister. Quand j'entends les Meka dire que Paul Biya c'est ceci, tout ça c'est du verbiage, mon cher Meka. Je peux comprendre que tu n'es pas à ta place,
profite du temps où tu es toujours là pour sucer le bonbon. Parce que quand on va te regarder, on va te dire que normalement, c'est là-bas que tu dois être. Mais ne venez pas sortir des choses qu'on ne peut pas comprendre. Qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut plus comprendre. Nos familles n'ont jamais fait un deal avec le pouvoir qui consiste à faire croire que nous allons utiliser un pouvoir où vous allez manger. Quand ça pète, comme ça, nous qui ne mangeons rien, on va être derrière vous. C'est un marché de dupes. Et ce marché-là s'est arrêté. Ça s'arrête en 2025. Le changement, c'est 2025. Donc, je conclue parce que franchement, je dois partir. Continuez à venir vous adresser à moi. Moi, j'ai des sujets que je dois développer au fur et à mesure et en fonction de mon programme. Je ne suis pas ici pour vendre les boulots. Ce sont les boulots qui doivent me dire que Guy, arrête. Parce qu'on a compris, on va tout faire. Vous avez jusqu'au mois de décembre pour vous entendre dans le RDPC. Je n'ai pas dit que vous devez changer demain. Mais vous devez déjà mettre ça dans vos têtes. Qu'en 2025, vous devez vous débrouiller à recoller le cataclysme que vous avez créé dans les profondeurs du RDPC. Parce que le RDPC, il est fissuré en bas. C'est sur la surface qu'on croit que le RDPC va bien. Montrez les capacités que vous avez à faire revivre le RDPC après Paul Biya. On saura que vous êtes garçon. Et venez concourir avec les autres. Parce que c'est balle au centre. Venez concourir avec les autres. Argument contre argument. Si vous n'êtes pas bon, on vous balaie. Moi, je vais suivre celui qui sera cohérent. Celui qui aura un vrai programme. C'est lui que je vais suivre. Je ne peux pas faire un choix sur la base ethnique. Je ne peux pas faire ce choix-là. Ça, ce n'est plus possible. D'ailleurs, moi, c'était Paul Biya. Ce n'était pas la tribu. Parce que je savais que Paul Biya, ce n'est pas la tribu. Paul Biya, ce n'est pas la tribu. C'est vous qui avez phagocyté l'image du président. Assumez maintenant. Assumez le changement. Mettez-vous entre intellectuels, entre beaux gosses là-bas. Apportez un nom. Les Camerounais vont vous écouter. S'ils veulent voter pour vous, ils voteront pour vous. Ne vous en prenez pas à nous. Paul Biya vous a tout donné. Que ce soit dans la famille, que ce soit à l'extérieur. Mais quand vous travaillez déjà contre celui qui vous nourrit, mais vous nous demandez de soutenir celui que nous on estime être en otage. Moi je ne parle même pas de Paul Biya comme un étranger. Paul Biya c'est mon grand frère dans les traditions boulou. Je suis mon ongon et yemveng. Paul Biya est mon ongon et yemveng. Donc je ne peux pas laisser mon grand frère être pris en otage comme vous faites là. C'est à cette posture, c'est avec cette posture que je vous parle à vous les boulous. Que ne libérez mon grand frère. Libérez mon grand frère Paul Biya. Si vous pouvez, libérez avant. Si vous ne pouvez pas, vous avez jusqu'en 2025. Organisez-vous. Mais ne comptez pas sur nous pour faire les problèmes avec les autres Camerounais. Nous, on a mieux à gagner après vous. On vous le dit cash. On a mieux à gagner après vous. Moi, je vous le dis. Les gens du Sud ont mieux à gagner après ce régime. Parce que vous ne donnez rien. Vous êtes chiche. Vous ne donnez rien à personne. Vous payez des gens pour qu'ils viennent. C'est comme des missionnaires. Pour qu'ils viennent écraser les autres. Ça, c'est votre technique, on la connaît. Mais, volonté dans ça, je vous ai dit, vous dépensez 4 milliards. Si vous mettez seulement un seul milliard pour aider les gens du Djai-Lobo, il y a 482 villages dans le Djai-Lobo. Ça fait au moins 1 500 000 par village. Vous avez des milliards dans les comptes, non? Si vous les avez pris pour tout le monde, partagez-les aux 482 villages du Djai-Lobo, on voit. Vous avez des milliards. Enlevez seulement un.
Vous partagez à chaque village du Djé-Lobo. Il y a 482 chefferies dans le Djé-Lobo. On entend que tel a eu 1,5 million. Si vous partagez, rien que sur ces chefferies-là, chaque chefferie aura 1,5 million. En contrepartie de faire un emploi de 3 hectares par village. Si on fait 3 hectares par village, dans 482 villages, on règle le problème du haricot dans le sud. On mangera le haricot de chez nous. Les gens du nord, avec les Kabayégués, au lieu de faire les séminaires pour la famine, ils ne vont plus venir vendre le haricot au sud. Ils vont donner aux gens du nord pour que les gens du nord mangent. C'est ça qui est la vérité. Tout le monde doit travailler. Si on veut s'en sortir, vu l'état de la chose, pour inverser la balance commerciale agricole, tout le monde doit travailler. Et ce n'est pas avec vous, les adeptes du ruinard, du bon vin français. Ce n'est pas avec vous. Vous aimez l'odeur des parfums, les costumes sur mesure, les voitures qui sont bien lustrées. Ça, c'est votre délire là-bas. Mais ce n'est pas ça qui fait le développement. Parce que ceux qui étudient votre vie démontrent que tous les matins, on paye 200 millions d'euros rien qu'en buvant le petit déjeuner à votre rythme là. Et on paye ça en Europe. Le matin. Ce qu'on dépense le matin en petit déjeuner. Ça, on paye ça ici. Ça vient ici en Europe. Et nous, on a quoi dans l'histoire? Qu'est-ce qu'on a dans l'histoire? Donc, gardez votre mal en patience. Je demande aux membres de la famille présidentielle que nous avons pris Chantal pour responsable. Vous devez vous positionner. Parce que vous entendez de tous les côtés, tout le monde dit que Paul Biya ne va pas bien. Paul Biya est malade. En Mondovision, on voit comment le papa perd la raison en pleine conférence internationale. Vous voyez cet état. Si vous ne dites rien, vous vous rendrez coupable, voire complice de la mort de votre propre oncle. Moi, c'est ça que je dis. Dites la vérité. Montrez-nous un peu Paul Biya pendant une journée, comment vous tenez une conversation pendant 1 heure. On sera convaincu. Montrez. C'est votre oncle. Et s'il est fatigué, vous devez aussi sortir pour dire que ce que ces gens-là disent, en vérité, le papa est fatigué. Ils ont raison. C'est ça que moi je vous demande. Parce que le silence que vous faites là en ce moment ne vous ressemble pas. Nous, on connaît le silence du président. Votre silence là ne nous parle pas. Il va falloir se positionner. On ne va pas seulement indexer Chantal. Parce que Biya est mangé de tous les côtés. Et je ne suis pas encore venu dans la famille. Je suis encore de l'autre côté de Bolova. Mais j'arrive. Je viens dans le Djé-Lobo. Je vais arriver dans le Djé-Lobo. C'est vous qui allez m'arrêter. Et les conditions de mon arrêt dépendent de l'assurance que j'ai que Paul Biya ne sera pas candidat en 2025. Donc, je vous remercie énormément. J'ai beaucoup de sujets à élaborer, à parler avec vous. Je suis bien obligé de composer avec mon travail. Donc, demain, après-demain, je vous dirai le prochain sujet qui me sert à moi de sensibiliser. Parce que il y a des sujets que moi je trouve que Paul Biya ne peut même pas prendre en charge. Il y a des sujets qu'il ne peut même pas prendre en charge. Il y a des sujets sérieux qui concernent même nos vies. Moi je dis que ce n'est pas normal qu'on vienne nous imposer d'intégrer les mœurs homosexualité dans une société qui, elle, n'est pas adaptée à ces mœurs. Il y a une réalité, c'est qu'il y a des homosexuels au Cameroun, ça on ne refuse pas. Mais une société qui n'est pas habituée à faire la promotion de ce genre de mœurs aura beaucoup de mal à vous écouter. Sauf si vous aussi vous êtes en capacité de comprendre qu'en Afrique, il y a la polygamie et que vous l'acceptez dans votre pays en disant que oui, les Africains sont des polygames. Sa Majesté Sokunjo peut monter à Paris avec ses 3 femmes.
ça ne va pas lui créer problème. On saura, on ne vous demande pas si c'est bien. Parce que vous ne nous avez pas demandé si l'homosexualité est bien. Je sais que les services secrets français m'écoutent. Mais quand il faut porter ce genre de sujet, homosexualité contre reconnaissance de l'homosexualité contre reconnaissance de la polygamie, moi j'estime que c'est un sujet sérieux parce que la polygamie, ça fait partie de notre culture. Il n'en déplaise à ceux qui élèvent des thèses qu'ils peuvent élever, mais ça existe depuis la nuit des temps. Et il y a de bons exemples de polygamie, comme il y a de mauvais exemples. Donc, vous voyez ce genre de sujet, nous on est conscient que M. Paul Biya ne peut pas porter ce genre de sujet au niveau international. Parce que il n'est plus en adéquation avec les combats que nous devons mener aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous impose des choses graves que nous devons, pas par la force, pas en parlant au quartier, mais opposer les cultures qu'on nous impose à notre culture du donnant-donnant. S'ils ne peuvent pas accepter, pourquoi est-ce que nous accepterons ce qu'ils nous disent? Donc le changement va permettre, parce que nous sommes dans une époque super éclairée, va permettre de répondre à ceux qui veulent encore nous mettre sous cap, en leur disant que l'Afrique de demain, c'est l'Afrique de demain qui va commander le monde. C'est une réalité, eux-mêmes le savent. Ils font tout pour empêcher à la démographie d'évoluer. Mais l'Afrique est amenée à prendre le leadership mondial. Et ce n'est pas en vendant notre façon d'être que nous allons parler demain. Au contraire, c'est en utilisant nos cultures comme notre force que nous allons aussi dire aux autres que, mon frère, quand tu m'invites chez toi, tu mets le piment à table. Sinon, quand tu viendras, je ne vais pas mettre le fromage. Nous devons nous faire respecter. Moi, c'est comme ça que je vois l'Afrique de demain. C'est ce courage-là que je veux que nos jeunes, nos enfants prennent pour qu'ils lavent notre honneur. Paul Biya fait son travail. Ça s'arrête en 2025. Donc, vive le Cameroun, vive les Camerounaises, vive les Camerounais. Je vous remercie pour toute l'attention que vous portez à mes messages. Très prochainement, je vais vous dire quel est le prochain sujet sur lequel nous allons débattre. N'oublions pas de dire à tous ceux qui n'ont pas encore compris le message de s'inscrire sur les listes électorales et de patienter. Nous sommes tous là à regarder le comportement des responsables politiques au Cameroun. Parce que moi, je ne suis pas candidat pour être président. Hein. Il y a des gars là-bas qui ont les yeux, qui sont sortis comme ça, là, qui disent que non, chacun veut prendre le pouvoir. Nous, on leur dit simplement que les méthodes que vous avez, parce que parmi eux, il y a des faux opposants. Il y a des gens qui viennent s'opposer juste pour exister dans la classe politique. Et puis, il y a d'autres qui veulent vraiment trouver des moyens de créer des coalitions pour prendre véritablement le pouvoir quand ils estiment qu'ils ont des projets que les Camerounais peuvent regarder. Donc, nous, ce que nous demandons aux responsables politiques, c'est de faire des points de rencontre pour commencer très tôt à parler des sujets comme le consensus par rapport au code électoral. N'attendez pas les semaines ou les mois de braise. Parce que vous êtes tous là à vous dire que c'est tel qui sera candidat, c'est tel qui sera ceci. Vous n'avez même pas encore créé la force nécessaire qui doit vous permettre de parler du consensus électoral. Mais on dirait que vous voulez créer une machine à échouer. Entendez-vous déjà sur le consensus électoral? Parce que dans l'état actuel du code électoral, vous partez déjà avec une patte cassée. C'est aussi ça qui est la vérité. Donc, entendez-vous créer des points de rencontre où vous pouvez au moins avoir quelque chose qui vous accompagne vers le changement. Le consensus entre tous les partis politiques sur le code électoral, le rendre plus juste, permettre à tout le monde d'avoir un représentant dans chaque bureau de vote. C'est sûr que c'est un travail de parti politique, mais si on implémente déjà ça, tout le monde saura qu'il peut aller là où il veut.
Mais ça, il faut le travailler maintenant. Nous, on est de la société civile. On fait le travail qu'on fait. Parce qu'on est parti pour désacraliser d'abord ceux qui sont autour du pouvoir. Mais vous, là-bas sur place, arrêtez la guéguerre de qui sera le coq chantant demain. Vous n'en êtes pas encore là. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à la prochaine. Bonne soirée.